Merci de toujours prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Wikeko. Depuis 1985, le Bénin célèbre le 1er juin de chaque année comme étant la journée nationale de l'arbre. Mardi dernier encore, de nombreux plans ont été mis en terre pour sacrifier à la tradition. Mais au-delà, qu'est-ce que cela rapporte aux Béninois de planter chaque année des arbres? Avec les confrères sur ce plateau, on va poser le débat dans le décryptage. Et puis, depuis les indépendances, les investissements en matière d'infrastructures ont été importants, notamment pour la construction des routes. Aujourd'hui encore, c'est un secteur en vue avec les projets d'asphaltage lancés par le gouvernement. Mais quand on sait que le réseau routier est un héritage de la colonisation, on se demande quelle est la part de la route dans le processus du développement socio-économique du Bénin. Ce sera le sujet de la seconde partie de cette émission. Bienvenue donc à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, vous êtes bel et bien sur votre émission Wikeko. Tout de suite, c'est le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Wikeko. Arbres et restauration des forêts pour le bien-être, c'est le thème de la campagne nationale de reboisement 2021 qui a démarré mardi dernier. Zinvier abrite le site choisi pour la cérémonie officielle, mais des plans seront mis en terre sur l'ensemble du territoire national. L'arbre est un producteur d'oxygène, un purificateur d'air et au-delà, un élément utile à maintes égards. Planter des arbres est nécessaire pour la suivi. Alessandra Dioton. On creuse, on plante, puis on s'assure de protéger les jeunes plants en mise en terre. Morgane Assowa et ses jeunes amis, activistes de l'environnement, viennent de poser en toute conscience le geste salvateur de planter des arbres. Planter des arbres, c'est sauver des vies et encadrer l'environnement. La journée nationale de l'arbre marque le début de la campagne nationale de reboisement au Bénin. Elle a été instituée depuis les années 1980 avec pour objectif repeupler le couvert végétal qui subit de plus en plus une pression drastique du fait, entre autres, de l'urbanisation, de l'agriculture à travers le défrichement des étendues emblavées et de la coupe de bois pour en faire du charbon. En effet, nos forêts sont obligées de plusieurs pressions et chaque année, des thèmes sont choisis pour mettre un accent sur un aspect particulier. Cette année, il est retenu de mettre l'accent sur le verdissement de nos forêts, la restauration de nos forêts dégradées. Vous voyez? Et c'est en cela que ce thème est choisi pour que les sites dégradés puissent être reverdis. Les disciples de Saint-Hubert feront leur part, mais au-delà, chacun au sein de la population est appelé à planter un arbre. Il faut ensuite veiller à sa survie, comme l'a si bien compris l'équipe de Morgane. Il ne s'agit pas juste de les mettre en terre, mais de faire en sorte qu'ils puissent grandir, atteindre un certain degré de maturité. Par exemple, si nous faisons le reboisement, on plante un arbre devant ta maison, ce n'est pas notre responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre d'aller veiller sur l'arbre qui a été planté devant ta maison quand même. Tout au moins, tu peux veiller sur ça en l'arrosant, en entretenant. C'est en effet la moindre des choses si l'on veut continuer par profiter de l'arbre et de ses bienfaits. C'est dans notre culture d'utiliser le charbon pour préparer du bois, de préparer à la maison. Et quand nous allons dans les restaurants, nous sommes les premiers à réclamer le poisson braisé au charbon. Nous sommes une partie de la solution. Une partie de la solution vis-à-vis de la préservation de la diversité biologique. Donc tout ça mis ensemble m'amène à demander aux uns et aux autres de ne pas relâcher, donc de reboiser, de planter. Qui plante un arbre ne meurt pas inutilement, comme on le dit.
Différentes essences forestières sont recommandées, dont des arbres en voie de disparition comme le calcédra, le baobab et l'arbre à karité. Le tabac fait près de 6 millions de victimes chaque année, dont plus de 600 000 sont des non-fumeurs. C'est la deuxième cause de décès au niveau mondial et presque la moitié des enfants respirent régulièrement dans les lieux publics un air pollué par la fumée du tabac. S'engager à arrêter, c'est le thème choisi en 2021 pour lutter contre toutes les formes de tabagisme. Patrick Adiaboudjou. Un adulte sur 10 meurt du fait de tabagisme dans le monde entier. En 2004, les enfants représentaient 28% des décès imputables au tabagisme passif. La fumée du tabac contient plus de 4000 substances chimiques dont on sait qu'au moins 250 sont nocives et plus de 50 sont cancérigènes. Au plan mondial, le tabac est la deuxième cause de décès. Dans le but de faire mieux connaître partout dans le monde l'épidémie de tabagisme et ses effets mortels, l'Organisation mondiale de la santé a institué en 1987 la Journée mondiale sans tabac, une journée qui vise à rappeler les dangers, y compris mortels, du tabac sur la santé. Au Bénin, la consommation du tabac est un réel souci pour les autorités, alors que le taux de prévalence du tabagisme ne cesse de croître chez les adolescents. Environ 1,3 million de personnes sont atteintes, soit un Béninois sur 7. Au Bénin, le tabac est le premier facteur de risque des principales maladies non transmissibles chez les jeunes. L'OMS estime qu'environ un jeune Béninois sur 4 est régulièrement exposé à la fumée du tabac. Mieux, selon l'OMS, quelques 780 millions de personnes disent vouloir arrêter de fumer dans le monde, mais seulement 30% d'entre elles ont accès aux outils qui peuvent les aider à surmonter leur dépendance physique et mentale au tabac. Et pourtant, l'arrêt du tabac a des effets bénéfiques majeurs et immédiats sur la santé. 20 minutes après avoir arrêté de fumer, le rythme cardiaque baisse. Dans les 12 heures qui suivent, le taux de monoxyde de carbone dans le sang revient à un niveau normal. De 2 à 12 semaines, la circulation sanguine s'améliore et la fonction pulmonaire augmente. En 9 mois, la toux et les difficultés respiratoires diminuent. De 5 à 15 ans, le risque d'accident vasculaire cérébral est réduit chez un non-fumeur. Aujourd'hui, les autorités publiques doivent continuer d'agir en conséquence dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre le tabagisme. Le secteur du tourisme pourrait être bénéfique pour réduire la pauvreté dans les pays en développement grâce au principe de tourisme responsable et durable. Il s'agit d'une notion qui vise à faire face aux dommages du tourisme que sont les dommages sur l'écosystème et l'aliénation des terres. Rodrigue Babagweto nous aide à mieux comprendre. Olamma Ojukwu dirige une agence de voyage qui est membre du marché international du tourisme de Londres depuis 10 ans aujourd'hui. Une position qui la pousse à apporter à ses clients un suivi particulier. Avant même de les faire quitter leur pays, au moment de les échanges e-mail, quand on les envoie l'itinéraire et autres, on les envoie un formulaire à remplir. Comment à ne pas trop utiliser l'eau dans l'hôtel, à ne pas gaspiller certaines choses, à ne pas faire salir les destinations. Comment à être un touriste responsable. Les voyageurs sont invités à protéger les destinations, quelles qu'elles soient, afin de contribuer à la préservation de l'environnement. Les actions de Olamma ne sont donc pas qu'à l'endroit des touristes. Les communautés locales sont également prises en compte. Nous avons fait des t-shirts, nous avons visité l'une des sites à Porte-Nouveau, pas seulement pour les donner les t-shirts, pour qu'ils soient présentables,
mais également les mettre en valeur eux-mêmes. Dans l'une des sorties aussi, également, nous avons décidé d'offrir dans l'une des sites les poubelles. Et ceci, c'était pour les sensibiliser, ceux qui travaillent là et ceux qui visitent, à rendre le lieu propre. Autant d'aspects qui constituent, d'après cet expert en tourisme, les fondements du tourisme responsable. L'un des principes forts du tourisme responsable, c'est la justice environnementale. Il faut sauvegarder nos ressources naturelles qui proviennent des sites historiques. Les gens ne le font souvent pas parce qu'à partir de la pauvreté, à partir de la démographie, il y a plus maintenant des actions de l'homme qui détruisent l'environnement. Il a fallu attendre le début des années 90, en particulier depuis le premier sommet de la Terre de Rio en 1992, pour que le concept de tourisme durable soit développé. Cependant, il reste encore à faire. De manière formelle, il n'y a pas encore une loi qui régisse cela, qu'il faut vraiment respecter le tourisme responsable. Si nous commençons dès maintenant à vraiment insister, même amener les touristes par les sensibilisations à comprendre que les agences, les tours opérateurs qui ne maîtrisent pas ou bien qui ne respectent pas le tourisme responsable, de ne pas avoir affaire avec eux, ça va pousser presque tout le monde à aller vers cela. Dans le rapport de l'ONU sur l'économie verte, l'investissement de 0,1 à 0,2% du PIB mondial entre 2010 et 2050 dans un tourisme respectueux de l'environnement pourrait stimuler la croissance économique, conduire à la réduction de la pauvreté et à la création d'emplois, tout en assurant des avantages environnementaux importants. C'est la fin du mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Week Echo se poursuit avec Ilvaïs Balogun. Merci à vous, Nadège Bonladé-Soni. Et sans plus tarder, on passe à la revue de presse économique, une signature de Alexandra Djotan. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse économique. La première information nous vient de l'autre quotidien qui nous apprend que le port autonome de Cotonou réceptionne bientôt un nouveau remorqueur commandé et achevé. En construction sur le chantier naval de Damen au Vietnam depuis l'année dernière, l'un des deux remorqueurs commandés par le port autonome de Cotonou est entièrement achevé et est parti du Vietnam le 31 mai 2021 en direction de Cotonou. Son arrivée, tenant compte du délai d'acheminement, est prévue pour fin juillet, mentionne le journal. Cette acquisition est une grande première dans l'histoire du port de Cotonou et s'inscrit dans le vaste chantier de modernisation et de rénovation des infrastructures et équipements entrepris depuis 3 ans. De l'autre quotidien, passons au journal du service public La Nation qui, dans sa parution du mercredi 2 juin 2021, nous plonge dans les chantiers du numérique. Data Center, les premiers tests techniques démarrés, placade le quotidien. Pilier important de l'essor du numérique au Bénin, le Data Center passe à une phase cruciale de sa concrétisation, celle des essais techniques. Mardi dernier, la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adamsoulé Zoumarou, accompagnée de son collègue José Didier Tonanto en charge du cadre de vie et du développement durable, s'est rendue sur le site pour prendre connaissance des conditions de mise sous tension des équipements, précise le journal. L'auteur de l'article nous informe que le Data Center est un centre destiné à l'hébergement et à la sécurisation des systèmes d'information de l'État, des structures semi-étatiques et du secteur privé. Dans un autre registre, le journal affiche, photo à l'appui, toujours dans la même parution, au sujet de la pandémie du coronavirus, vaccin anti-Covid-19, le ministre de la Santé reçoit sa 2e dose. Le quotidien ajoute, désormais préservé de la maladie, Benjamin Roupatin rassure une fois encore la population quant aux avantages du vaccin.
Il exhorte la population adulte à suivre son exemple. Il ajoute que le vaccin confère immunité, protection, bonne santé et préserve la vie. Pour finir, écho de la célébration de la Journée nationale de l'arbre le 1er juin dernier. Plusieurs quotidiens ont titré sur l'événement dans leur parution de la semaine. Bénin Intelligent rapporte dans ses colonnes les détails d'un entretien avec Flavien Dovonou, spécialiste de l'environnement, enseignant-chercheur à l'UAC. Les arbres peuvent bloquer ou réduire les pensées créatrices de tensions nerveuses. Ce sont les propos de l'invité placardés en titre. Dans les colonnes du dit journal, il a rappelé que les arbres constituent la solution à l'érosion côtière et à la pollution atmosphérique très poussée dans les grandes villes. En ce qui concerne les retombées de l'institution de la journée de l'arbre au Bénin, elles sont multiples au dit de Flavien Dovonou. Nos rues, ajoute-t-il, sont aujourd'hui bordées d'arbres, surtout au niveau de certaines villes. Aussi, dans beaucoup de communes, nous avons des espaces d'importantes superficies qui ont été boisées. C'est important pour la préservation de notre cadre de vie, a-t-il conclu. Fin de cette revue de presse économique. À dimanche prochain. Et je le disais, depuis 3 décennies déjà, le Bénin célèbre la journée nationale de l'arbre, une journée très souvent consacrée exclusivement à la mise en terre de plants. On s'y intéresse à travers le décryptage. Et avec moi en plateau, comme d'habitude, pour cette rubrique, 2 invités. Anissé Semassa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. Aussi, ce fut un plaisir. À côté de Anissé, il y a Marcus Koudenoumé. Marcus, bonjour. Bonjour, chers confrères, et puis bonjour à tous. Ravi de me retrouver sur vos plateaux. Merci à vous. Alors, Marcus, cela fait 37 ans, comme je le disais déjà, que cette tradition est initiée au Bénin. Avez-vous l'impression que cela ait pu changer quelque chose dans le quotidien du Béninois? Oui, 37 ans, vraiment, ça fait quand même assez d'années, disons près de 4 décennies déjà que cette tradition est en train de se perpétuer. Je voudrais d'abord, avant de commencer par faire le bilan, remonter un peu dans le temps pour voir mais d'où est-ce qu'on est parti. Oui. Parce que c'est aussi ça. Vous savez, vous, dans votre introduction tout à l'heure, vous parlez de l'héritage de la colonisation en matière d'infrastructures routières et tout. Oui, je voudrais m'accentuer sur ce que, en termes de tout ce que nous avons hérité, que ce soit au niveau des forêts et autres, il y a aussi que la colonisation a pris par là. Et lorsque vous comprenez que à partir de 1960, dès que le colon est parti, nous avions commencé par parler d'une liberté, une certaine liberté, mais dans le désordre. Donc, des gens se sont mis à saccager tout ce que le colon a laissé. Parce que les colons, ils ont été très intelligents. Ils savent que dans la nature, il y a des choses à se préserver pour quand même se faire une certaine économie et tout. Donc, ils ont eu le courage de mettre en place un système qui valorise les forêts, par exemple. C'est ainsi que nous avons eu des forêts classées et tout. Donc, ces niches écologiques, à un moment donné, ont été désacralisées, c'est-à-dire vandalisées. Et jusqu'au point où, à un moment donné, on s'est senti qu'il y a danger. Et c'est de là que le chef de l'État, en 1985, a vu la nécessité de pouvoir dire mais il faudrait qu'on arrête et qu'on initie une journée nationale de l'arbre. Et avec le temps, ça s'est perpétué. Mais il faut reconnaître, parce que après Kékou 1, il est revenu, il a constaté que lui-même, le bilan était mitigé. Ils ont voulu faire des choses pour comprendre, pour essayer de corriger. Mais jusque-là, c'est qu'on sent que vraiment c'est du spectacle. Excusez-moi, parce que chaque 1er juin, on voit les autorités qui se lèvent et qui essayent avec caméra et micro de planter pour donner un peu l'exemple. Mais juste à la suite, c'est vraiment le suivi qui fait défaut. Parce qu'on essaie de faire un bilan, parce que
à partir de quoi vous faites le bilan? Il faudrait d'abord qu'il y ait du vécu, un passé, un acquis et qu'on nous montre en réalité que voilà ce à quoi ces années de célébration ont servi. Alors Anissé, avez-vous l'impression comme Marcus que c'est du spectacle? On assiste à du spectacle chaque 1er juin. D'abord, je voudrais remercier mon confrère et Marcus pour son développement, l'historique qu'il a fait. J'avais eu du plaisir à l'écouter, je le regardais même. Bon, je ne dirais pas ça parce que, bon, je ne suis que jeune, donc je peux dire qu'on suppose qu'à l'époque, pendant jusqu'aux 2e décennie, il y a eu des acquis. Mais que dans la dernière décennie, vu de la pression de l'homme, la pression foncière, peut-être, c'est une hypothèse, dû à la pression foncière qu'on enregistre ces derniers temps, c'est là où les acquis ne sont plus tangibles. Donc je préfère ramener la cause à côté, non jusqu'à il y a 35 ans. Alors, mais quand même, hein, depuis 37 ans, on n'a pas l'impression que le Bénin soit suffisamment vert aujourd'hui. Quand on constate que depuis 37 ans, l'enfant qui est né en 85, il a 37 ans, il est suffisamment grand. On ne peut pas... autonome. Oui, autonome. Alors aujourd'hui, on se rend quand même compte qu'on n'a pas suffisamment d'arbres, on n'a pas suffisamment de forêts, on s'en plaint encore. Oui, c'est vrai. Maintenant, la question aussi, on n'a pas suffisamment. Est-ce que la politique ou bien l'idée jetée par le feu président Kérékou-Antan, est-ce que ça a été perpétué ou bien est-ce que c'est ça les autres ont pris comme c'était intéressant pour eux? Eux, visiblement, non. Ouais. Et là, ça pose encore la question de les statistiques qu'on nous donne, que tel a mis tel nombre d'arbres sur place. Ouais. Et maintenant, avec ça, on fait le bilan. Est-ce qu'on est sûr de trouver au moins 40% de ces arbres? Là, peut-être, on n'a pas les chiffres. C'est un gros point d'interrogation. C'est des points d'interrogation que même vous, en tant que journaliste d'investigation, vous pouvez aller sur ces terrains pour en débattre. Je crois que c'est pour ça qu'on est là. Ouais. Et avec le temps, on va parler des suivis. Qu'est-ce que nous proposons? Tout à fait. Alors, on a connu, avec les régimes qui se sont succédés, on a connu des projets, des programmes de reboisement. On en a connu suffisamment, mais au final... Voilà, vous parlez de projet, et là, le projet auquel ça me fait penser directement, c'est le projet 10 millions d'arbres, 10 millions d'arbres. Ouais. Vous voyez, c'est quand même assez séduisant. Lorsqu'on vous parle de ce projet, on s'imagine que tous autant que nous sommes des Béninois, pendant ces années 10 millions que chacun mettait en terre une plante, c'est ce que ça pourrait donner. Oui, c'est des projets, mais en réalité, nous avons pêché ou nous avons l'habitude de pêcher à travers notre démarche méthodologique. Vous pouvez avoir de très belles idées, mais lorsque les moyens que vous vous donnez pour atteindre vos objectifs ne sont quand même pas aussi consistant, c'est que vos idées, d'autres vont les reprendre et vont réussir alors que vous êtes là et puis à tourner. Donc, c'est un peu cela, c'est la démarche à travers laquelle on essaye de pouvoir imposer ces différents projets qui pêchent à mon sens. Parce que lorsque vous prenez, je voudrais juste m'appesantir en donnant un exemple. Lorsque vous prenez le fait que ce projet, en termes de projet, des gens sont obligés de quitter des villes telles que Cotonou pour dire qu'ils veulent mettre en terre des plans au niveau de la partie septentrionale ou un peu au niveau dans le centre du Bénin. Mais comme ça, vous déposez les plans, mais après, qu'est-ce qui suit? C'est ça. Alors que vous avez déjà engrangé des millions, je ne sais pas, pour donner vie à ces projets. Le mieux, c'est plutôt de donner ce pouvoir-là aux autorités locales en réalité. Vous voyez? Donc, les populations autochtones. Parce que le tout ne suffit pas de vouloir embrasser tous les domaines et dire non. Il faut privilégier, et c'est là où on aurait dû commencer, par exemple, à travers, vous parlez des forêts, mais les forêts aujourd'hui classées là, il n'en existe pratiquement plus. Quand vous voyez, c'est des forêts reliques, il n'y a pas grand-chose, mais pourquoi ne pas commencer déjà? Parce qu'on sait que là, c'est une conservation et des décennies plus tard, on pourra constater que voilà ce qui est fait. Donc, s'investir encore plus davantage sur ces préservation de ces zones. Voilà, parce que
Si vous mettez en tête des plans et que par la suite la modernisation doit prendre par là et tout raser. Raser encore, à quoi ça sert? Donc on aurait perdu du temps. Aujourd'hui, nous voyons que les éléphants sont en divagation. Pourquoi? Parce que on est en train de détruire le circuit, l'environnement. Aujourd'hui, vous allez au niveau des parcs, des différents parcs que nous avons, des gens cultivent quand même du coton ou je ne sais quoi. Au niveau, dans des encablures de ces parcs-là, c'est pour dire que c'est un moyen pour réduire en réalité l'empreinte que les arbres pourront donc avoir. Donc, il faut avoir quand même une suite dans les idées et savoir que à l'horizon 2000, je ne sais pas, 100, quand vous venez ici, vous aurez toujours à voir avec vos yeux ce qui s'est passé. C'est comme si on citait des quartiers. Aujourd'hui, à Cotonou, Bégamé, c'est le doyen qui parlait de ça et j'ai rigolé. On dit Bégamé, mais Bégamé, en réalité, à Cotonou, ça veut dire quoi? C'est la grande brousse, la grande forêt. Vous avez Atikamé. Aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont des arbres, du grand goudron. Mais aujourd'hui, vous ne pourrez plus trouver ces réalités. On ne peut pas refuser l'urbanisation. L'urbanisation, mais ne serait-ce que la matérialisation, c'est aussi ça. On peut se développer, on peut être dans une grande ville. Mais il faut préserver avoir une niche écologique digne. Alors, Anissé, il se pose là une question d'entretien. Parce qu'on plante, mais on n'entretient pas. À qui incombe la responsabilité de l'entretien de ces plants qu'on met chaque année en terre? Très bien, belle question. Au fait, comme on a l'habitude de le dire dans notre jargon, on dit le mouton de tout le monde n'est pas bien nourri, quelque chose comme ça. En fait, juste pour dire quoi, les plants qu'on met en terre, c'est le pouvoir public qui met en terre d'une manière ou d'une autre. Ça peut être les projets, c'est comptabilisé dans le budget ou dans les efforts que les autres pays nous apportent. Donc, dans ce cas, on est sûr que quand c'est tout le monde qui fait, tout le monde n'arrive pas à entretenir. Dans ce cas, il faut faire une gestion déléguée de la surveillance des plants. Et pour ça, parlant de suivi, comme la question c'est de savoir quelle stratégie on peut adopter en tenant compte de chaque contexte sociologique, économique et autres pour faire le suivi. Si je prends le côté économique, peut-être c'est l'occasion pour nous encore de revenir sur des concepts d'économie verte. Je veux dire par là, il faudrait qu'on arrive à développer peut-être des métiers ou des opportunités d'affaires dans l'écologie. Peut-être que on a fini de faire les plans. Pour le suivi, il y a des jeunes qui ont fait la forêt dans les lycées, qui forment et autres. On va dire, bon, vous constituez-vous peut-être en association. Puis, ils doivent aussi être du milieu. On leur donne peut-être, si possible, une formation. Et ils ont de l'argent, peut-être un salaire ou une ristourne ou quelque chose pour les motiver. Des éco-citoyens. Des éco-citoyens. Que ça ne soit pas bénévolat. Parce qu'on ne veut pas, nous avons besoin des moyens de subsistance. Et là, on met en œuvre, on dit, à la fin, vous aurez tant. Là, ça peut marcher. Maintenant, l'autre chose, sur le plan sociologique, il y a ce que j'appelle, il faut réconcilier les gens avec pas une nouvelle théorie que celle du carbone. Je veux dire quoi par là? Nous savons tous pourquoi on coupe les arbres d'une manière ou d'une autre. Je vous donne mon exemple. Chez moi, on avait un bon avocatier qui donne bien, qu'on donne aux gens du quartier. Mais un jour, mon vieux, près de 70 ans, a coupé l'arbre. Il dit pourquoi? Il dit les sorciers viennent. Voilà, jusqu'à 70 ans, lui-même, il a peur. Donc, dans ce cas, il faudrait qu'on rentre encore dans l'histoire pour voir quels sont les bienfaits sociologiques ou historiques de l'arbre, autre que le marché de carbone et autres. Là, on pourrait attirer une tranche de population à s'intéresser aux arbres. L'autre chose aussi, on peut aussi créer aussi notre marché de carbone de façon nationale pour dire, dans telle zone, ou bien telle commune, l'État, si réellement c'est une politique que notre État actuel met en main comme devant, parce qu'on a lu les programmes, on n'a pas vu une place aussi prépondérante pour l'écologie et autres. Certes, pas que ça entraîne beaucoup de choses, mais ce n'est pas ressorti dans les lignes. Maintenant, dans ce cas, on peut dire, dans des zones, planter des arbres pour reconstituer les forêts et après la mairie va avoir tel sous et autres, ça peut intéresser. Donc on crée un marché de carbone à l'interne parce que c'est les grands organes qui ont créé leur concept marché de carbone et les pays nous sommes rentrés dedans. Mais nous on peut développer ça. Même des mairies peuvent dire ici il y a des plans. Bon, c'est des idées, je donne, sans trop réfléchir. Les spécialistes sont là, peut-être dans tout ce qu'on dit, approfondir après pour dire ça là c'est bon et autre. Maintenant l'autre chose aussi qui est important, c'est de ramener cela à la base, l'éducation. Sur le volet de l'éducation, les enfants. Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui là, c'est pour eux. C'est ceux qui ont 5 ans aujourd'hui, dans 20 ans, c'est eux qui vont subir. Si très tôt, nous leur disons que voilà, faites ci, c'est bon pour vous.
et ça rentre dans leur tête, je suis très sûr qu'ils pourront le faire. Ouais, donc voilà à peu près ce que moi je pense dans ce sens par rapport au suivi. Maintenant, l'autre chose aussi que j'aimerais souligner, c'est quoi? Nous sommes en 2021 et on a vu le ministre tout récemment dans une ville à côté qui allait mettre des plans. Les journalistes aussi doivent contribuer. C'est pas pour rien. En quoi faisant? On nous appelle quatrième pouvoir. Vous avez votre micro, votre caméra, votre stylo, tout. On peut partir d'ici. Où le mardi passé, on a planté des arbres. On peut aller vérifier. On nous a donné un chiffre. Déjà, ça ne coûte pas grand-chose pour voir. Est-ce que le chiffre qu'on nous a donné là, est-ce que c'est tel nombre d'arbres ils ont planté? Là, on dit à la télé, vous êtes sûrs, ils vont tout faire pour se corriger. Ça fait un an après, le 1er juin 2022, on va sur le site encore avec micro et caméra pour voir parmi le nombre qu'ils ont dit, le nombre qu'on a constaté, combien reste. On en parle. Dans 5 ans, on aura. Parce que nous avons une chance d'avoir un régime qui conduit d'une manière ou d'une autre à une main libre pour exercer. Et encore, on a une chance d'avoir un régime qui a un ministre de l'Agriculture, un ministre de l'Environnement qui ont fait 5 ans. Donc, et on est sûr avoir la stratégie que ce régime fonctionne, qu'ils seront là au moins dans 3 ans, dans 5 ans. Donc, ça, c'est un acquis sur lequel on peut bâtir pour dire, dans 5 ans, le projet 10 millions d'arbres, 10 millions d'arbres, on peut repenser ça. En 2026, quand ce régime va partir, nous serons à peu près combien de Béninois? Je suppose 15 millions. Là, on repense le projet pour dire, maintenant, nous travaillons pour le projet 15 millions d'arbres, 15 millions d'arbres à l'horizon 2026. Et on marque à la culotte, la presse, je parle surtout de la presse, nous constituons de la presse, on va marquer à la culotte pour dire, voilà, et au fur et à mesure, on est sûr que 5 ans après, quand on va venir sur ce plateau, si vous nous invitez et que Dieu nous peut dire, on va dire réellement, d'ici on a dit quelque chose qui a porté son fruit. Donc voilà à peu près. Espérons que cela ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Et Marcus, Anissé a évoqué un aspect très intéressant, c'est la culture écologique. Aujourd'hui, avec les enfants dans les écoles, leur apprendre à planter des arbres et à les entretenir. Voilà. Oui, la culture écologique, vous savez, dans le mental des peuples, nos peuples au Bénin ou partout où vous allez, c'est-à-dire les gens n'ignorent pas les bienfaits de l'arbre. C'est-à-dire c'est connu et personne à aucun moment ne peut dire que non, l'arbre n'est pas bénéfique, ne sert à rien. Donc, il y a un dicton célèbre qui dit que qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Donc, c'est pour dire quoi? Que oui. Bon, les gens, ils maîtrisent un peu, ils savent de quoi ça retourne. Lorsqu'on parle de l'arbre, on parle beaucoup plus des changements climatiques, avec la séquestration du carbone et tout, voilà, c'est intéressant. Mais notre système éducatif, puisque vous en parlez, c'est là où on trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est vrai, le temps qu'on peut passer pour inculquer aux enfants des notions écologiques, éco-citoyenneté, c'est-à-dire ce temps-là n'est pas encore ce que cela devrait être. Je voudrais Est-ce qu'il y a même un temps consacré à cela dans le c'est là on est tout le temps dans des récitations et autres, alors que de façon pratique, par le passé, il y avait des écoles qui disposaient des fermes, je parle des écoles, pas des lycées, qui disposaient des fermes, et on sait qu'au moins une fois dans la semaine, on peut passer, mais aujourd'hui, est-ce que ça c'est une réalité? Je ne sais plus si c'est vraiment une réalité. Donc, voilà des problèmes auxquels nous devons vraiment penser. Il y a eu l'élaboration de guides, de programmes, parce que j'ai vu des ouvrages qui ont été élaborés il y a de cela encore quelques décennies en arrière par l'Agence béninoise pour l'environnement. Je vous assure que ces documents existent et ça existe de la maternelle jusqu'en classe de, si vous voulez, terminer le primaire ou le secondaire. On m'a montré les documents. Mais les documents sont élaborés, mais ça ne sert à rien. C'est là je sais que le temps nous fait défaut. Je voulais compléter quelque chose par rapport au diagnostic que je viens d'établir précédemment, de l'exemple où, parce qu'on a peur de ceci, on coupe les arbres. Il y a le fait que les gens ne maîtrisent pas aussi tout l'utilité des arbres. Celui qui coupe l'arbre, par exemple, pour dire soi-disant, il y a des trucs maléfiques qui descendent, mais il y a des arbres qui empêchent ça. Ça veut dire que s'il a l'information que tel arbre me permet d'avoir telle chose, il va planter ce type d'arbre-là. Donc, il y a aussi cette question que nous, journalistes, nous pouvons régler en montrant aux gens l'utilité de chaque type d'arbre.
Celui peut-être qui souffre des trucs, qui a des problèmes de cancer, il y a des fruits, des arbres fruitiers anti-cancériques qui existent. On va finir sur cet aspect. Oui. Il y a le gros enjeu aujourd'hui des villes vertes. C'est-à-dire qu'il y a une grosse responsabilité désormais pour les communes. Vous avez 30 secondes pour répondre. Je vais commencer parce que là c'est une question qui me passionne. On parle de villes, les villes vertes. Oui, lorsque je voudrais, parce qu'on parle souvent de la métropole Cotonou. Oui. Vous prenez Cotonou, vraiment, je trouve que c'est la désolation. Ouais. Lorsque vous circulez, vous ne trouvez pas qu'il y a une végétation. Il n'y en a pas. Je prends l'exemple des ronds-points. Les ronds-points ont été attribués par exemple à des sociétés. Ouais. Mais vous passez, vous voyez rien que des fleurs, de l'embellissement. Pour faire quoi? Alors qu'on veut séquestrer par exemple le carbone. Mais j'ai pris le parcours, j'ai fait le parcours. Lorsque vous prenez l'axe Bedjomende, je vous assure. Mais il y a une végétation terrible. Vous avez le terre-plein central qui est un peu plus large et quand vous passez là, par exemple, et qu'il fait chaud, vous avez du plaisir. Vous avez envie que ça continue. Vous allez au niveau du Carrefour là, mais il y a de grands arbres avec des bancs, mais c'est de ça qu'on a besoin. Et non de l'embellissement, juste de l'embellissement au niveau. Vous prenez l'axe routier Cotonou-Porte-Novo. Je vous assure. Il n'y en a pas. Heureusement, parce qu'il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, avec les routes nouvellement construites, il y a un effet qui est fort. Et le gouvernement, ils ont fait l'option de planter, de mettre en tête des plans depuis février 2020. Mais je vous assure, aujourd'hui, j'observe et je constate que oui, ça prend. Et on est en train de montrer aux gens en réalité qu'on n'a pas besoin forcément d'attendre la saison pluvieuse avant de mettre en tête. L'essentiel, c'est le suivi. Moi, je vais quitter la ville pour aller au village. Oui, allez-y. L'essentiel. Je suis agronome. Pour moi, je voulais SOS pour les arbres à karité qui sont en train de disparaître. Karité, c'est des arbres, l'essence karité qui poussent dans la cône de l'Afrique. Et actuellement, l'industrie cosmétique sur le plan mondial, les Américains sont intéressés, mais on détruit les arbres à karité. Ça veut dire, je vais souhaiter, il y a des initiatives dans le domaine qu'ils font, mais qu'on pense aussi à reboiser les parcs à karité. Parce que le karité, une filière où on n'apporte rien, était notre troisième culture d'exportation avant que le soja ne prenne la place. Et c'est une culture qui a beaucoup de potentiel. Donc SOS pour les communes qui sont de l'autre côté, voilà quelque chose sur lequel ils doivent travailler. Quand on parle de journée de l'arbre, c'est leur arbre à eux ça. Merci beaucoup. Merci à vous, chers confrères. Anissé Semassa, Marcus Koudianoumé, merci d'être passé sur ce plateau. On installe sans plus tarder le dossier de la semaine. On s'intéresse à présent à l'utilisation de la route comme infrastructure de transport depuis la colonisation à l'État indépendant du Dahomey et aujourd'hui au Bénin. Ce legs colonial en matière de réseau routier correspond-il aux enjeux de développement socio-économique? On en parle après cet élément. C'est le principal moyen de transport routier des personnes et des biens dans la plupart des pays du monde. Le réseau routier, devenu un enjeu incontournable, est un ensemble de routes interconnectées au sein d'un territoire visant l'intégration et l'unification. Il joue un rôle important dans une économie par son action de mise en connexion de toutes les zones de production à celles de consommation. Considéré comme une épine dorsale et un des secteurs moteurs de démarrage du processus de la croissance, le réseau routier au Bénin reste à ce jour un héritage de la colonisation. La cession à l'indépendance en 1960 n'aura pas impacté ce legs colonial. Au contraire, l'édification des infrastructures routières s'est calquée sur ce modèle. Or, le processus de développement économique d'un pays nécessite l'établissement d'un réseau routier adéquat. D'autant que l'insuffisance et la non-connexion des routes constituent un des éléments principaux qui entravent le développement des pays à économie dominée. Si les infrastructures de transport sont susceptibles de produire des effets positifs sur la croissance économique, il aura fallu 60 ans pour voir Cotonou, Abomey-Calavi, Boïcon et autres villes du Bénin mises en lumière grâce aux travaux d'asphaltage engagés depuis 2016.
Un développement infrastructurel qui met ainsi le Bénin sur l'orbite de la croissance socio-économique. En toile de mire, la route, élément important dans le processus de développement socio-économique d'une nation. Et voilà, notre invité s'est intéressé à la problématique de la route dans le développement socio-économique du Bénin. Et il est avec nous ce matin pour partager le fruit de ses réflexions. Dr Serge Witona, historien-chercheur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. À côté, Rodrigue Babagüeto en place pour m'accompagner dans cet entretien. Et oui, Loïs Balogun, nous sommes encore là comme chaque dimanche. Mesdames, messieurs, bonjour. Alors, c'est entre 1913 et 1945 que le réseau routier béninois a été mis en place, mais il a connu certaines améliorations depuis lors. Question, ces améliorations sont-elles de nature à faciliter la circulation et bien entendu le développement? Nous en parlons avec Serge Witona. Serge Witona, alors déjà, dites-nous comment définir concrètement ce que c'est qu'un réseau routier? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour cette occasion que vous me donnez de m'exprimer sur cette question qui demeure d'actualité, une question sensible quand on parle des réelles problématiques de développement économique et social d'un pays comme le Bénin. Alors, avant de parler de ce que c'est que le réseau routier, il faut d'abord donner une définition accessible de la route. Alors, qu'est-ce que la route elle-même? La route, de façon simple, peut être définie comme une voie de communication carrossable, une voie de communication terrestre carrossable, c'est-à-dire qui peut supporter le passage des véhicules à 4 roues. Voilà. Alors, quand on parle donc du réseau routier, c'est l'ensemble des routes qui ont été construites sur un pays, dans un pays, sur un territoire d'un pays donné. Voyez-vous. Donc, quand on prend le cas de notre pays, le Bénin, nous avons un réseau routier composé de quelques 6000 kilomètres de routes, parmi lesquels on a des routes bitumées, des voies en terre et puis des pistes de desserte rurale. Très bien. Et comment décrirez-vous le réseau routier de notre pays, justement, le réseau routier béninois? Alors, le réseau routier béninois, comme je l'ai dit tantôt, il est composé de plusieurs catégories de routes. Les routes nationales inter-États et les routes nationales. C'est ça qui constitue ce qu'on appelle le réseau routier classé. En dehors de ces deux catégories, nous avons les pistes de desserte et puis il y a également la voirie urbaine. On parle de voirie urbaine pour désigner les routes qui se retrouvent à l'intérieur des villes. Voyez-vous. Alors, ce réseau routier béninois, lorsqu'on l'observe dans sa contexture, dans sa constitution, on constate qu'il est orienté surtout nord-sud. Voyez-vous, l'ensemble des routes du Bénin sont branchées sur la ville de Cotonou, qui est donc le nœud de communication. La ville de Cotonou est un véritable nœud de communication. Mais est-ce un mauvais choix, selon vous? Non, je ne dirais pas tout de suite que c'est un mauvais choix, mais je dirais que c'est un choix qui a été fait depuis la période coloniale. Bien sûr. Pourquoi? Le colonisateur, en prenant possession du territoire qu'on appelle aujourd'hui République du Bénin, qui à l'époque, déjà à partir du 22 juin 1894, était appelé colonie du Dahomey et dépendance, par la suite colonie du Dahomey tout court. Donc quand le colonisateur a pris possession de ce territoire, il a commencé par construire des routes. Construire des routes, surtout en suivant le tracé des routes qui existaient avant qu'ils ne prennent possession de ce territoire. Parce que quand on dit que le réseau routier
béninois a été mise en place entre 1913 et 1945. D'aucuns pourraient penser qu'avant cette date, il n'y avait pas de route. C'est ça. Ce qui serait faux. Voyez-vous. Je donne un exemple. Dans le royaume du Dahomey, il y avait beaucoup de routes, de grandes routes qui étaient tracées. L'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celui de Agadia-Ligo. Okay. Ça veut dire quoi? La grande route d'Agadia, Agadia étant un des rois du Dahomey. Donc c'était une voie 40 qui conduisait d'Abomey à Ouida. Et on l'appelait Mekoli. Un Meko, c'est-à-dire 20 personnes, la voie de 20 personnes. Pourquoi? J'explique. C'est parce que pour obtenir la dimension des 40 mètres de large qu'avait cette voie, on demandait à 20 hommes adultes de s'aligner les bras en croix. Parce que dans l'imaginaire fond à Abomey, un homme qui étend ses deux bras de cette façon, ça fait 2 mètres. Donc 20 alignés, ça donne 40 mètres. Donc Mekoli est une voie 40. Alors, donc ce genre de voie, ce genre de route existait bien avant la pénétration coloniale. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que en 1913, bien sûr, qui est le point de départ que j'ai pris dans cette étude, il y avait beaucoup plus de pistes. Ces grandes voies ont disparu. Pourquoi? N'oublions pas qu'il y a eu la guerre franco-dahoméenne, il y a eu la guerre de conquête, bien sûr, qui a duré de 1890 jusqu'à 1894, où Béhanzin a fini par se rendre. Donc pendant que la guerre se faisait, il n'y avait plus d'entretien de l'infrastructure routière existante. Donc les voies qui étaient au départ très larges ont fini par se réduire à de simples sentiers. Donc quand le colonisateur a pris possession du pays, il a éprouvé le besoin de développer davantage ces voies-là, de les élargir pour plusieurs raisons. La première, elle est politique. Il fallait accéder aux différentes régions pour asseoir sa mainmise et sa domination. Voyez-vous. Ensuite, il y a les mobiles économiques qui sont les plus importants d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Il fallait tracer des routes pour entretenir, pour qu'elles se mettent au service de l'économie de traite. Le Dahomey était une colonie qui avait intéressé la France à cause du fait qu'il produisait le palmier à huile. C'est important de le savoir. La France a décidé de faire main basse sur le Dahomey, sur le Dahomey, devenu Dahomey, pour prendre possession de ces plantations de palmiers à huile. Voyez-vous. Donc, quand le colonisateur s'est installé, il a commencé par développer le réseau routier vers les régions productrices, où il pouvait donc aller chercher les matières premières pour les acheminer vers le wharf de Cotonou. C'est-à-dire ce qui est aujourd'hui le port. Oui, ce qui jouait le rôle que joue le port autonome. Voilà. Voyez-vous, donc il fallait aller chercher ces produits-là et les acheminer vers le wharf. C'est pourquoi, avec le colonisateur, le réseau était surtout orienté nord-sud, avec 2 voies principales. La route du nord, qui était encore appelée route de l'Est, qui partait de Savet et qui joignait Malanville, puis le Niger. Alors aujourd'hui, on a gardé cette route que le colonisateur avait tracée. On n'a pas changé de cap. Oui, c'est le constat qui se fait. Donc, voulez-vous dire que les améliorations qui ont tout de même été apportées ne sont pas de nature à favoriser un meilleur développement du pays? C'est-à-dire que les améliorations qui ont été apportées ont concerné les mêmes routes. On a passé des années à investir sur les mêmes routes. Mais qu'est-ce qui aurait dû être fait? Alors, il fallait, par exemple,
mieux connecter les différentes régions du pays. Vous voyez, aujourd'hui, il est regrettable de constater que dans certaines localités productrices de notre pays, l'accès est difficile. Oui. Quand on prend les localités où le coton est suffisamment produit, par exemple, les routes sont... c'est pas la peine. Exactement. Ouais. Or, justement, dans une économie qui veut se développer, il faut que la liaison entre les zones de production et les zones de consommation soit établie et maintenue. Il y a ce problème qui se pose et pendant ce temps, on passe tout le temps à investir des milliards sur essentiellement 2 routes. Il y a 2 routes qui consomment une bonne part des investissements au Bénin depuis la période coloniale. C'est la route Cotonou-Malanville et la route Igolo-Ilakondi. Depuis la période coloniale, les plans FIDES, c'est le constat qui est fait. Et même après l'indépendance, c'est maintenu. Alors, est-ce que votre étude est partie de 1913 ? Alors, depuis 1913 à 2011, où l'étude a pris fin, est-ce qu'il y a eu des changements, des améliorations que vous avez notées dans votre travail ? Oui, la principale amélioration observée remonte à la période révolutionnaire. Le régime du GMR-PRPB qui a voulu rompre avec la monotonie qui a caractérisé les 12 premières années d'indépendance du Dahomey. Et donc, c'est sous ce régime-là que le bitumage des routes transversales, donc de liaison est-ouest, a commencé. Voyez-vous, sinon tout le temps c'était Cotonou-Niamey, Igolo-Ilakondi et puis Dassazomé, Porga. Donc avec le régime révolutionnaire, on a vu l'amorce d'un changement, mais qui n'a pas été aussi loin que ce qui avait été prévu. Mais selon vous alors, comment assurer une meilleure couverture routière du pays alors ? Alors, on ne le dira jamais assez. La route est importante, certes, pour l'économie du pays à plusieurs égards. Elle assure le transport des personnes et des biens. Elle participe à la création de l'emploi, des emplois directs et des emplois indirects. Elle permet à l'État d'avoir des revenus par le canal des taxes versées par les usagers de la route, etc., etc. Donc, c'est important. Mais il faut faire remarquer que la route, comme seule ou comme presque principale voie de circulation. Comme principale voie de circulation, comme principale infrastructure de transport dans un pays n'est pas la meilleure option. On a connu le train par le passé, mais le train est décédé, on va dire, en griffe. Le train est décédé et c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est dommage parce que le mécanisme, je vais dire, d'assassinat du train au Dahomey avait été déjà mis en place par le colonisateur qui, depuis 1946, avait déjà démantelé la voie ferrée qu'on appelle ABZ, Abomey, Boycon, Sanyang, ça a été démonté. Voyez-vous, le colonisateur avait prévu au départ, puisque avant la route, la métropole, la France, les autorités coloniales françaises au Dahomey pensaient que le chemin de fer était le meilleur moyen pour transporter les personnes et les biens. Et avait prévu au départ que la route aille jusqu'à Grand Popo, qu'elle aille jusqu'au Niger, donc qu'elle dépasse Parakou et tout ça pour se retrouver au Niger, qu'elle aille même dans le nord-ouest du Bénin, département de l'Atakora et de la Donga. Mais au finish, dans sa plus grande expansion, le chemin de fer s'est arrêté en 1936 à Parakou. N'a jamais atteint le Niger. La région du nord-ouest n'a jamais été atteinte, ainsi de suite. Voyez-vous. Et le pire, c'est que l'OCBN, qui s'occupait de la gestion du transport ferroviaire,
dans les deux pays, le Dahomey, Bénin, Niger, n'a pas pu ajouter 1 centimètre au réseau ferroviaire existant durant toute son existence. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, au regard de l'étude que vous avez eu à faire, est-ce qu'aujourd'hui, il faut repenser le réseau ferroviaire, il faut penser aussi à d'autres voies? Absolument. Oui, je pense que ce qui sera mieux pour nous, pour l'économie béninoise, c'est ce que j'appelle le transport multimodal. C'est-à-dire qu'il faut intégrer plusieurs types d'infrastructures de transport. Allez-y, énumérez quelques-uns. Oui, vous voyez, par exemple, le Bénin est un pays, d'abord, qui a un relief très peu accidenté, donc qui est plat sur une grande partie de sa superficie. Donc, on peut construire des rails un peu partout. Parce que le rail permet à la route de mieux durer. Mais aussi, les trains sont faits pour porter des matériaux lourds. Exactement. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où toutes les denrées pondéreuses passent par la route, réduisant du coup la durée de vie de nos routes. Ce n'est pas bon. Et on investit chaque fois des milliards. Alors, donc, notre relief peut nous permettre de densifier davantage notre réseau ferroviaire qui, c'est dommage, depuis quelques années, le train ne siffle plus du tout à Cotonou. Alors, mieux, le Bénin, sur le plan hydrographique, est un pays très bien arrosé, du nord au sud. Beaucoup de fleuves, de lacs et de lagunes arrosent le pays. Donc, on peut favoriser aussi le transport fluvio-lagunaire. Voyez-vous, pour quelqu'un qui veut... Moi, je vis à Porto Novo, mais je travaille à Abomey-Calavi. Ça me fait une 60aine de kilomètres à l'aller, une 60aine de kilomètres au retour. Du coup, je suis obligé de louer une deuxième chambre à Cotonou, à Calavi plutôt, pour y résider en semaine, quitte à redescendre à Porto-Novo en week-end. Alors que si le transport fluvio-lagunaire était développé, beaucoup plus facile. Oui, quitter l'embarcadère de Djassin à Porto-Novo et venir à Calavi, c'est quelques minutes. Voyez-vous? Et du coup, tous ceux qui, comme moi, quittent Porto-Novo pour se rendre à Calavi pourront, dans ce cas, éviter le contournement que nous faisons chaque jour. Donc, voyez-vous, on a intérêt, effectivement, à favoriser l'essor d'autres infrastructures de communication. Je vais donner un exemple. Vous voyez, rapidement. Oui. Il y a quelques semaines, notre pays a été secoué par des violences préélectorales et des voies ont été barricadées. Du coup, la Sénat a éprouvé toutes les difficultés pour acheminer le matériel électoral dans certaines régions. S'il y avait des moyens de transport alternatifs, le train ou le transport fluvio-lagunaire. Oui, donc le fait que les routes soient barricadées n'aurait pas causé autant de casse-tête à la Sénat qui a dû utiliser, je crois bien, des hélicoptères. Oui, absolument, des hélicoptères. Alors, on vous aura compris, Serge Witona, eh bien, nous venons au terme de cet entretien. Ulvaeus Balogun, il faut le dire, les villes béninoises deviennent de plus en plus belles. On parle d'asphaltage, mais il faudrait également explorer d'autres pistes de voies de circulation pour favoriser la circulation et le transport. Oui, absolument. J'espère que les autorités auront compris la nécessité de diversifier le réseau de transport, on va dire ça comme ça, au Bénin. Ce sera donc tout pour Week-Echo de ce dimanche. Merci pour votre aimable attention. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, mais également sur la page Facebook de Bénin Business 24. Portez-vous bien et à dimanche prochain. Merci.